Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est votre journal sur cette LTV, vendredi 8 octobre, avec dans les titres, avec à la une surtout, Montpellier qui va accueillir le siège mondial du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Une décision qui devrait renforcer l'attractivité du pôle agronomique de Montpellier. En tout cas, c'est ce qu'attendent les responsables d'Agropolis. Agriculture toujours avec la récolte du riz qui a démarré en Camargue, mais avec 3 semaines de retard. Les producteurs sont attentifs car de fortes pluies assez courantes en cette saison pourraient menacer le cru 2010. Enfin sport, c'est la reprise du championnat de France de water-polo ce samedi. Les Montpelliérains reçoivent Reims à la piscine d'Antigone. Objectif de l'année, être champion de France après avoir échoué d'une courte brasse la saison dernière. Et puis la présidente nationale du planning familial, Karine Favier, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Nous évoquerons avec vous la problématique du mariage forcé. Un colloque international avait lieu sur ce thème aujourd'hui à Montpellier. Le planning familial est très actif, notamment dans l'accueil des jeunes femmes victimes de ces mariages forcés. On se retrouve à la fin de cette édition pour en parler. C'était l'ouverture aujourd'hui de la 62e Foire Expo de Montpellier. 1 millier d'exposants avec cette année le sport mis à l'honneur. L'Arena sera utilisée dès ce week-end pour des démonstrations de BMX. Et nous serons présents pendant cette foire de Montpellier. N'hésitez pas donc à venir nous rencontrer sur le stand de cette LTV dans le hall Marco Polo jusqu'au 18 octobre. Le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale va donc installer son siège à Montpellier, créé en 1971. Le GIAR est un partenariat stratégique rassemblant divers donateurs travaillant en collaboration avec des centaines de gouvernements, d'organisations de la société civile et d'entreprises privées dans le monde entier. Il gère 600 millions d'euros de budget annuel et appuie 15 centres de recherche. Quels sont les enjeux de son installation à Montpellier? Quelques éléments de réponse, regardez. Et encore une brillante réussite pour la région Languedoc-Roussillon. Avec l'annonce de l'arrivée du siège du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, le CGIAR, c'est toute la communauté scientifique agronomique montpelliéraine qui se frotte les mains. C'est vraiment une reconnaissance internationale de nos compétences, de nos capacités de travail, mais aussi du coup des possibilités de collaboration. C'est-à-dire s'ils viennent là, c'est aussi parce qu'ils ont envie de travailler avec nous. Et je dirais, c'est aussi important pour nous parce que ça va nous permettre de travailler avec eux et qu'on a aussi, nous, beaucoup à gagner dans le monde d'aujourd'hui par rapport aux questions qui se posent à l'agriculture, d'accéder comme ça à une vision globale. Cette réussite majeure, les Languedociens la doivent à la vision et aux efforts d'un homme, Georges Frêche. La science, il y en a un peu partout dans le monde. Ici, il y a une belle concentration et Agropolis derrière moi en témoigne. Mais il fallait aussi une mobilisation politique très forte. Et je crois que le geste très fort de Georges Frêche, quand il est allé aux USA l'année dernière pour convaincre à la Banque mondiale, au FMI, que c'était ici qu'il fallait le faire et qu'il allait investir pour le faire, parce que nous allons construire le siège en question, les bâtiments, et puis le soutien de l'État également, qui fait un effort important, puisqu'on aura un accord de siège ici à Montpellier, ce qui donnera un statut diplomatique à ces personnalités. Il faudra au minimum 2 ans pour construire le siège du CGIAR sur un terrain situé derrière Agropolis. Des solutions provisoires pour accueillir au plus tôt la gouvernance de ce centre vont être étudiées. Et on reste dans l'agriculture avec la récolte du riz qui a commencé en Camargue avec 3 semaines de retard. Du coup, pendant cette période, les producteurs sont attentifs car de fortes pluies assez courantes en automne pourraient menacer le millésime 2010. Mais le risque reste très limité. La qualité du riz camarguais devrait être au rendez-vous. Reportage Nicolas Pinchino. C'est avec presque 3 semaines de retard que la récolte du riz a débuté. Cependant, les premiers passages augurent une bonne récolte. Pour ce riz de Camargue, dont l'IGP, l'indication géographique protégée, fête ses 10 ans cette année. Nous avons eu un printemps très pluvieux, ce qui fait que nous avons retardé les dates de semis d'à peu près 15 jours. Et derrière, on n'était pas tellement favorable, ce qui fait que nous avons gardé ces 15 jours de retard. La course contre la montre est donc lancée après une semaine de beau temps et de Mistral. C'est le moment de récolter. Nous allons arriver au mois d'octobre et les journées sont beaucoup plus courtes, certainement quelques pluies et on languit d'avoir fini quand même. Le risque, c'est quoi? C'est de récolter un riz qui est encore trop vert? Alors aujourd'hui, il y a un riz qui est vert, ça c'est certain. Nous avons le haut des épis qui est mûr et le bas des épis qui est vert. Donc le risque va être de prendre la décision justement de moissonner ou pas pour garder les épis, les grains mûrs ou au contraire laisser partir les grains verts, quoi.
Une fois récolté, le riz devra être séché puis préparé par le rizier avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. A noter également que le riz de Camargue étant très surveillé, beaucoup de parcelles seront destinées à l'alimentation infantile. Nouvelle étape dans la campagne des élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Pour le président sortant, Rudy Iovino, après avoir reçu le soutien de son syndicat, le MEDEF, il s'est présenté ce matin aux côtés d'une autre organisation patronale, le MPR, mais aussi de la Fédération du bâtiment. Objectif affiché, une large union patronale pour une liste qui se veut 100% économique et 100% indépendante. Rappelons que les listes sont à déposer avant le 29 octobre. D'ici là, André Deljari, le président du MEDEF de l'Hérault, ne désespère pas de convaincre la CGPME et sa candidate Gabrielle Deloncle de les rejoindre. Les élections à la CCI auront lieu du 25 novembre au 8 décembre. Le Club de la Presse de Montpellier, relooké, était inauguré ce midi. Son siège historique, place du Nombre d'Or à Antigone, avait subi un gros lifting il y a quelques mois pour fêter les 25 ans d'un club qui va plutôt bien. Plus de 800 adhérents, journalistes et communicants de toute la région. Tout autre chose avec un nouvel épisode original ce week-end, des 15e internationales de la guitare. Les 24 heures d'Aimante démarrent samedi à 10h pour un marathon musical intense, et ce jusqu'au lendemain, dimanche 10h. La guitare va investir le centre-ville sous diverses formes dans les lieux stratégiques comme le Rockstore, le Balloir, la Pleine Lune, le Café Joseph, le Musée Fabre et l'annexe du Conservatoire. Parmi les participants, Michael Jones, que Julien Lamoussière avait reçu la saison dernière dans 39 minutes chrono. Sortie plein sud maintenant, je vous le rappelle, chaque jeudi. Quelques précisions pour ces 24 heures de la guitare avec une des organisatrices au micro de Maxence Kérébel. C'est un marathon musical qui commence demain à 10h pour se conclure dimanche à 10h. C'est 24 heures non-stop de musique dans tout Montpellier, sur les places et dans différents lieux partenaires. Il y en aura pour tous les goûts. Il y aura par exemple de la musique classique à l'Auditorium Fabre, mais également du rock au Rockstore, du dub à la Pleine Lune, et puis du jazz manouche au Balloir par exemple, et encore Frédéric Bacbédé par exemple qui mixera au Café Joseph. Vous connaissiez les nuits du zapping dans les cinés il y a quelques années. Il y a maintenant le grand zapping en plein air. Il fait étape à Montpellier ce samedi à 21h dans les jardins du Pérou. 2 heures de délire avec les meilleurs moments du zapping de Canal+. Un événement gratuit organisé par Solidarité Sida. On écoute un de ses représentants au micro de Julien Lamoussière. Il confirme que les conditions de visionnage seront parfaites à Montpellier. Écoutez. L'écran fait 30 mètres de base, donc tout le monde pourra bien voir et assister bien évidemment à une projection exclusive du zapping de Canal+, donc un best-of des 20 dernières années. Donc à la fois ce sera très drôle, il y a beaucoup de perles et d'éclats de rire en perspective, et puis à la fois des séquences très émouvantes où on se rappelle des choses qu'on a oubliées, qui sont déjà passées à la télé, ou à des choses plus dramatiques malheureusement ces dernières années où il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles et de conflits. Mais en tout cas c'est un spectacle ouvert au grand public, et qu'on ait 15 ou 60 ans, je suis à peu près sûr que les gens passeront un très bon moment, donc aucune raison de s'en priver. Le grand zapping, donc, c'est dans les jardins du Pérou ce samedi à partir de 20h. Début de la projection à 21h. Sport avec la reprise ce week-end du championnat de France de water-polo. L'an dernier, les Montpelliérains avaient échoué en finale face à Marseille. Cette année, ils ont des ambitions très claires, être champion de France tout simplement. Pour cela, l'équipe compte 4 nouvelles recrues. L'entraînement a été intense pendant 2 mois. Olivier Brachard est allé voir l'équipe justement à l'entraînement en plein soleil. Regardez. Bonjour, je m'appelle Gabriel Jasberini. Je m'appelle Nicolas Popovic, je suis de Monténégro. Jasberini le Hongrois dans les cages, Nicolas Popovic le Monténégrin à l'aile. Voici les 2 nouveaux étrangers du Montpellier Water-Polo. Le gardien international hongrois fait visiblement l'unanimité auprès de ses partenaires à ce poste si important. Quant au Monténégrin, c'est un artilleur gaucher qui a inscrit 5 des 7 buts en demi-finale de Coupe de France face à Marseille, l'éternel concurrent au titre de champion de France. Bonjour, je m'appelle Quentin Chipotel, défenseur du Montpellier Water-Polo. Bonjour, je suis Geoffrey Lo. Geoffrey Lo, je viens de Sète, des Dauphins. Et là, à Montpellier, je joue ailier gauche. 2 Sétois ont aussi rejoint le groupe à l'intersaison. Quentin Chipotel et Geoffrey Lo, un défenseur et un ailier. Des 4 nouveaux venus, c'est Popovic, le plus expansif et parfois le plus difficile à gérer pour le coach et le capitaine. Il a des Duracell. On n'arrête jamais ?
Ça n'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est vrai, ça n'arrête jamais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça met un petit peu de l'ambiance. Il y en a un qui est très bien rentré dans le moule, c'est-à-dire Gabor, parce que bon, c'est un bon joueur. Nicolas un peu plus dur parce que c'est un shooter qui veut tout le temps shooter, mais bon, moi j'estime dans l'équipe qu'il y a une cohésion. Donc c'est bien beau de marquer des buts, mais il faut d'abord défendre. C'est ce qu'il ne faisait pas au départ, et là il commence à le faire. Et c'est vrai qu'après, bon, avec l'apport de Quentin Chipotel aussi et Geoffrey Lowe, ça nous a bien renforcé le milieu offensif et défensif. Cette saison, Montpellier, vice-champion de France, est plus armé que jamais pour obtenir enfin ce premier titre hexagonal. Premier match donc du championnat de France du Montpellier Water Polo, ce sera contre Reims ce samedi 9 octobre à 20h30 à la piscine d'Antigone. Et on termine ce journal donc par un sujet grave, c'est le mariage forcé. Je le rappelais tout à l'heure, un colloque international avait lieu aujourd'hui au CRDP de Montpellier. Mariage forcé, expérience européenne, c'était le thème de cette journée. Bonsoir Karine Favier. Bonsoir. Vous êtes la présidente nationale donc du planning familial. Le mariage forcé, c'est un problème qui se retrouve dans toute l'Europe et vous avez décidé de partager aujourd'hui vos expériences. Oui, c'est un problème que l'on rencontre visiblement dans toute l'Europe. Nous avons depuis une dizaine d'années, en particulier Montpellier a été pilote, puisque les premières expériences vraiment importantes ont été développées sur Montpellier de mise en réseau des différents acteurs qui pouvaient être utiles aux jeunes filles confrontées et aux jeunes garçons, puisqu'il y en a aussi, environ 15%. Et on a essayé aujourd'hui de partager, de voir qu'est-ce qu'on faisait de pareil, qu'est-ce que les autres faisaient que nous ne faisions pas et qui pourraient nous apporter et développer des nouveaux projets, peut-être ensemble, ou en tout cas s'enrichir mutuellement. Justement, en France, comment aborde-t-on ce problème? C'est d'abord un délit, hein, le mariage forcé. Oui, et un délit qui a été renforcé avec la dernière loi contre les violences faites aux femmes. C'est clairement posé comme une violence intrafamiliale. Hein. C'est pas une violence conjugale, c'est une violence intrafamiliale. Et c'est en fait les parents qui ne reconnaissent pas le droit à leur enfant de décider de sa vie et de son choix pour un partenaire. Donc la première chose, je dirais, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a les niveaux d'urgence. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a vu arriver avec leur petite valise des jeunes filles qui disaient « Je sais qu'on va me marier de force, je ne veux pas, je m'en vais, j'arrive au planning et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Voilà, bien embarrassés. On ne connaissait pas très bien comment il fallait faire. On a essayé donc de trouver à la fois les problèmes d'hébergement, de régler les problèmes d'hébergement en urgence, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi accompagner. Ces jeunes filles, elles sont bien dans leur famille, sur certains plans, elles aiment leurs parents, et se retrouver toutes seules dans un centre d'hébergement, etc., c'est extrêmement difficile. Il y a une coupure familiale qui est très brutale. Donc il faut accompagner. Ça veut dire qu'il faut à la fois des hébergements, il faut des personnes qui accompagnent, il faut écouter. Et donc ici, comme il n'existait pas d'hébergement particulier, on a inventé un protocole qui était des familles d'accueil. C'est-à-dire qu'on a formé un certain nombre de familles d'accueil qui prennent en charge pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques mois, des jeunes filles comme ça qui quittent leur foyer pour ne pas être mariées de force. À Montpellier, depuis 10 ans hein, que le système d'accueil mis en place par le planning familial, c'est 650 jeunes filles principalement qui ont été accueillies, 50 rien que dans l'année qui vient de s'écouler. Il y a à peu près quelques milliers de personnes qui sont touchées par ce mariage forcé en France. Oui, je voudrais revenir, juste le planning a été peut-être à l'initiative. Il n'est pas le seul. Je crois que la réponse, le maître mot qui a été aujourd'hui évoqué par l'ensemble des participants, quel que soit le pays, c'est la mise en réseau. On a absolument besoin des compétences diverses et variées. Quelles expériences vous avez retirées de tout ce que vous avez vu des expériences européennes que vous avez pu voir aujourd'hui? Peut-être ce qu'on a découvert qu'on ne faisait pas encore, c'est un travail plus formalisé, plus organisé avec les familles. Les familles... on a besoin de leur faire comprendre et de travailler avec elles sur le fait que leurs enfants, dans la société française d'aujourd'hui, ils ont le droit de choisir leur partenaire, que c'est la loi et qu'il faut donc les amener à réfléchir et à leur permettre d'évoluer. Ensuite, il y a ce qu'on a découvert aussi, peut-être, c'est le travail de prévention en impliquant des personnes. En Belgique, par exemple, ils ont développé du théâtre forum ou des films et dans les quartiers, ils animent auprès des jeunes pédagogique de prévention et des adultes, un travail de
pour comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a le travail de soutien qui est indispensable. Et donc, on a vu, par exemple, les Suédois qui ont mis en place un accompagnement par Internet pour des jeunes qui sont éloignés, avec tout de même un système où on peut évacuer la page si jamais les parents rentrent et qu'on ne veut pas montrer qu'on est en lien avec des gens autour de ces questions-là. Et donc, ils font un accompagnement, même psychothérapeutique, par Internet, pour des jeunes qui sont éloignés, qui ne peuvent pas sortir. Et donc, je pense qu'il y a de l'imagination, il y a de la création dans chaque pays, et c'était le moment de le partager et de pouvoir donner du peps à tout le monde. En Angleterre, il y a un dispositif même un peu plus brutal et je dirais un peu plus radical. Alors, ils sont les champions de la formalisation, c'est-à-dire que c'est carrément l'État qui a pris les choses en main, avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Ils ont mis une unité spéciale anti-mariage forcé, et avec un accompagnement qui est là et davantage pris en charge par l'État, alors que dans les autres pays, c'est plutôt du ressort des associations, et où il y a un accompagnement, y compris dans les pays où se posent les questions de façon plus importante. Les consulats jouent un rôle moteur, ils peuvent accompagner, financer. Il y a même des financements qui sont donnés aux États qui sont partenaires pour qu'ils puissent développer des actions sur le terrain. Alors on fait souvent l'amalgame entre religion musulmane et mariage forcé, mais le problème touche toutes les communautés, hein, même effectivement il y a 40-50 ans dans les campagnes en France, on mariait comme ça, il y avait des mariages arrangés qui se déroulaient. Est-ce que c'est une erreur justement de faire cet amalgame entre la religion musulmane systématiquement et le mariage forcé? Alors je crois que c'est... Alors on a la chance d'avoir très récemment les résultats d'une enquête de l'INED, qui est porté sur un nombre important de personnes et qui était représentatif de la population et qui a comparé un petit peu l'évolution. Alors ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le mariage forcé existait du fait de la pression familiale et dans la population, tout ce qui est de plus française, avec des parents nés en France, des grands-parents nés en France, et que ce phénomène est en baisse dans notre culture, je dirais, européenne, occidentale, et qu'il est en train de baisser aussi dans la nouvelle génération des migrants, et qu'on voit que c'est plus un problème de statut des femmes, d'autonomie, d'éducation, de niveau scolaire, etc., que de culture ou de religion, que c'est bien partagé dans le monde entier, que c'est vraiment un statut, question de violence en direction des femmes, et que certainement, on peut quand même reconnaître que ça se présente plus souvent dans les familles du Maghreb ou de la Turquie, mais que c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est peut-être plus lié à des communes rurales d'Anatolie. Par exemple, la différence entre Istanbul et l'Anatolie est flagrante, c'est-à-dire que les populations qui viennent ici viennent de villages, avec encore une tradition plus importante, et que dès qu'il y a un niveau scolaire qui monte, une insertion dans la société, ces questions-là évoluent rapidement. Donc les choses évoluent, vous le dites, mais quelles sont les solutions pour éviter quand même ces mariages forcés, et est-ce qu'il y a des conseils à donner aux femmes? Alors je crois qu'il y a deux objectifs. Il y a effectivement la prévention, faire un travail d'éducation auprès des jeunes, leur apprendre aussi à repérer si tout d'un coup on se précipite pour les envoyer dans le pays d'origine alors que ce n'était pas prévu. Il y a des petits signaux d'alerte comme ça. On a pu voir qu'on s'était mis d'accord sur qu'est-ce qui pouvait faire peut-être alerter, et toute une formation des travailleurs sociaux, de l'éducation nationale aussi, pour repérer des petits signes qui pourraient être annonciateurs. Parce que si le phénomène est peut-être en légère diminution actuellement, il n'en est pas moins que nous avons plusieurs milliers de personnes à prendre en charge, avec des situations qui sont parfois extrêmement violentes et qui arrivent jusqu'à la mort. Donc il y a aussi vraiment un plan qui doit être mis sur le plan national, avec une possibilité de lieux d'accueil qui soient spécifiques, parce qu'on ne peut pas mettre des jeunes filles qui sont en rupture avec leurs parents dans un même endroit que des SDF dans un CHRS ou que des femmes victimes de violences. Je crois qu'elles ont une histoire particulière de relation avec leur famille, et que c'est l'ensemble des questions qui doivent être abordées. Merci Karine Favier d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venue sur ce plateau. Je vous remercie de votre invitation. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité en direct, c'est lundi, le flash à 12h30. Très bon week-end à tous.